Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre, une émission spéciale enregistrée en public depuis la Foire internationale de Toulouse sur le stand de Radio Présence. Nous allons parler de nature, d'écologie et de bien-être de nos amis des jardins. Leslie Fagiano de la société Symbiosphère, installée à Fonsorbe dans la banlieue de Toulouse, est notre invitée. Vous allez l'entendre, ces trois créateurs défendent la biodiversité et le 100% local. Bonjour Leslie Fagiano. Bonjour. Merci d'être avec nous au micro de Radio Présence et en direct depuis la Foire internationale de Toulouse. Votre société s'appelle Symbiosphère. Vous êtes installé dans la banlieue toulousaine à Fonsorbe. Vous êtes spécialisé dans la fabrication de petits habitats pour les animaux. Est-ce que vous espérez ainsi apporter une réponse au problème de la crise du logement des animaux ? C'est ça, c'est un petit peu le but. Il faut remettre les choses un peu dans leur contexte, à savoir que la première cause de perte de biodiversité au monde et dans nos régions, bien entendu, c'est la perte d'habitat, ou la modification ou la destruction des habitats des espèces communes, locales. Il faut bien voir qu'un petit oiseau va nicher préférentiellement dans des trous d'arbres qui ont été abîmés ou morts, et qu'aujourd'hui en ville on a vraiment du mal à trouver ce genre d'habitat. Donc on est là, nous, pour remettre de l'habitat qu'on va dire palliatif, pour pallier un manque, donc en zone urbaine. Mais derrière tout ça, il y a la main de l'humain. Il y a la main de l'humain, il y a nos trois paires de mains dans l'atelier. Oui, on va parler de vous, les créateurs. Donc vous avez créé un statut de SCOP, en fait. Pourquoi avoir choisi ce statut ? Alors, dans notre cas, c'est assez évident. Il n'y a pas d'autre statut qui permettait de garder cette égalité qu'on a eue dans la création, dans l'effort de création. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris le projet ensemble depuis le début, en fonction de nos compétences, de nos aspirations et de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et quand on part comme ça vraiment ensemble, pourquoi se dire qu'on aurait quelqu'un qui prend les lauriers et qui prend un poste de gérant, qui en plus est, ou de dirigeant, qui est un peu embêtant dans les sociétés classiques, parce qu'on n'a pas de protection sociale en tant que dirigeant. Moi, en tant que gérante de SCOP, j'ai une protection sociale comme tout le monde. Voilà. Et le statut SCOP pour nous était évident parce qu'on a créé ensemble. Voilà, donc il n'y avait pas de leader dans cette... Il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de chef et c'est pas le but. Et voilà. Et le but, c'est d'ailleurs d'avoir une gérance tournante. C'est-à-dire que moi, je suis gérante jusqu'à l'année prochaine et ce sera au suivant. Là. Alors parlons de vous trois. Vous avez des profils bien différents. Vous êtes docteur en écologie. Oui. Vos collègues... On ne va pas dire associés. Aussi, les copains. On nous appelle les scopins entre nous. Les scopins, voilà. Ça peut être assez sympa. Sont spécialisés dans la menuiserie et dans l'environnement ? C'est ça, les deux en même temps. Donc en fait, Yann Le Portal est ingénieur environnement. On s'est rencontrés nous, pendant nos études à l'université Paul Sabatier, de master en écologie. Et donc j'ai rencontré son frère, Pierre Le Portal. Donc je travaille avec les deux frères, qui lui est menuisier qualifié depuis plusieurs années, à savoir qu'il était plus sur de la scénographie, des décors de théâtre et des projets comme ça que de la menuiserie, on va dire, classique, posée du parquet, quoi. Voilà, il était déjà beaucoup plus dans le phénomène de création. Voilà. Mais il avait cette fibre et vous aviez tous les trois cette envie de créer cette fibre déjà écologique. Voilà, créer, pas forcément à la base, quoi. Envie d'agir parce qu'aujourd'hui, quand on veut vraiment être actif dans le domaine de l'écologie, de la biodiversité, à part dans le milieu associatif, ou bien sûr dans le milieu de la recherche, mettons les choses dans le contexte, mais c'est difficile aujourd'hui de pouvoir s'engager en fait, quoi. Et cette activité nous a permis d'associer l'envie de travailler ensemble, voilà, de coopérer pour créer quelque chose de toute pièce, mais aussi dans le domaine de la biodiversité, dans ce qui fait que, moi j'ai quand même fait 8 ans d'études dans la biodiversité, c'est quand même dommage aussi de ne pas profiter de ces compétences. Donc vous vouliez du concret, agir sur le terrain. Alors qu'est-ce que vous estimez aujourd'hui menacé dans notre environnement ?
On va parler localement, puisque vous avez fait une étude sur Toulouse ville et la région de Toulouse. Après, on a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont en déclin. Ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, on commence à avoir du déclin sur quand même pas mal d'espèces d'oiseaux. Même la petite mésange bleue, qui est commune, enfin qu'on pourrait appeler commune, a des difficultés aujourd'hui. Faute d'habitat pour l'accueillir ? Là-dessus, sur la mésange bleue, c'est une combinaison de faute d'habitat, mais aussi de décalage entre leur saison de ponte à cause du réchauffement climatique et la sortie des premiers insectes. En fait. Comme elles sont vraiment très petites, elles ont des besoins métaboliques assez rapides. Il faut qu'elles trouvent très rapidement à manger. Et aujourd'hui, on a des soucis. Donc l'écologie, c'est compliqué parce que c'est souvent une combinaison de facteurs. Bien sûr, et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui au niveau politique, c'est que c'est très complexe, ça prend du temps. L'écologie, c'est du temps long. Et les choses mettent très longtemps à se mettre en place. Oui, tout à fait. Bon, on va en parler justement, puisque vous l'abordez. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entendu aujourd'hui lorsque vous dites attention, la biodiversité, attention, la pollution, l'environnement, il faut faire quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression que nos politiques vous entendent ou ce ne sont que de belles paroles? Que de belles paroles au niveau des politiques. Pas d'actes aujourd'hui, la à l'heure COP21. actuelle, on aurait aimé, à cause des attentats, on n'a pas pu monter à Paris. Bon, ça n'a pas fini vraiment comme on avait espéré. Mais non, la COP21 a accouché d'une toute petite souris, mais c'était prévu depuis le départ. On se heurte ici à des problématiques qui sont supérieures à ce que... Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? Parce que c'est vrai, c'est facile de se battre avec ces petits points au niveau local. Qu'est-ce que vous pourriez entreprendre? Impliquer les gens. Je pense que contrairement à nos élus, les citoyens sont au courant, le savent et sont prêts à faire des choses et à se mettre en mouvement. Je donne souvent cet exemple quand on ne me croit pas, où on dit que c'est des histoires d'écolos un peu comme aux États-Unis. On a pu entendre les écologistes et tout ça. Je donne toujours cet exemple. Réfléchissez, il y a 30 ans, vous faisiez un Paris-Toulouse en voiture, par exemple, puis je l'ai fait beaucoup. Le pare-brise était maculé d'insectes écrasés sur le pare-brise. Aujourd'hui, on n'en a plus. Donc on ne vient pas me dire aujourd'hui, non, c'est des histoires d'écolo, avec vos chiffres de scientifiques, vous nous noyez le poisson. Non, vous voyez bien avec cet exemple. S'il vous plaît, rappelez-vous, 20 ans en arrière, il fallait nettoyer le pare-brise quand on faisait le plein. Ça peut être une autre explication. On roule plus vite. Voilà, ou les insectes plus vite. Mais malheureusement, je crois que l'explication est assez simple. Il y a une grosse disparition de tous les groupes taxonomiques aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas en danger. On va dire que le plus en danger aujourd'hui, c'est quand même les amphibiens. Donc tout ce qui est grenouilles, crapauds, voilà, donc avec la disparition des zones humides, encore une fois, perte d'habitat. C'est ça, voilà. C'est ça. Et la mise en place de crapauducs, par exemple, pour traverser les voies, les autoroutes, est-ce que ça c'est suffisant? Pas assez? Dans ces zones-là, ça peut être suffisant. Le problème, c'est le manque après de points d'eau successifs. C'est-à-dire qu'on a peut-être un point d'eau à un point X et puis 10 km autour, on n'a plus aucun point d'eau. C'est ce qu'on appelle la fragmentation des habitats. C'est-à-dire qu'une espèce ne peut pas, puisqu'il n'y a plus de continuité dans les paysages, qu'on se retrouve avec une ville ou avec une zone industrielle, mais les animaux ne peuvent plus migrer d'une mare à l'autre, si on regarde l'exemple des amphibiens. Mais par contre, ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, on creuse une mare en pleine zone industrielle, je ne sais pas, moi, Saint-Simon ou quelque part. Dans 2 ans, vous avez des grenouilles qui sont là toutes seules. Qui reviennent. Voilà. Tout à fait. Rien besoin de faire, il suffit de donner un petit coup de pouce, de favoriser, et la vie revient d'elle-même. Quand vous avez créé votre Scope, votre entreprise, vous avez eu besoin d'argent. Est-ce que vous êtes allé voir des banquiers? Avez-vous été entendu, écouté, accompagné? Alors après, c'est un petit peu spécial justement dans le montage en scope, parce que du coup, comme on appartient à l'économie sociale et solidaire, on a eu accès à des parcours de formation qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Donc on a été quand même bien aidé pour monter le dossier. Et une fois que ce dossier, donc étude de marché, étude macroéconomique et analyse financière a été bien ficelé, on a pu aller prendre rendez-vous à l'Union régionale des scopes. C'est eux qui décident en fait. Oui, non, s'ils vous accompagnent. Si c'est recevable ou pas. S'ils décident de vous accompagner, c'est eux qui donnent leur caution pour engager les autres prêts éventuels qu'on a auprès d'autres partenaires de l'économie sociale et solidaire. Mais aujourd'hui, nous ne sommes financés que par des investissements participatifs. Est-ce que votre entreprise actuellement est rentable ?
Aujourd'hui, on peut dire oui, mais on n'est pas salarié à 100%. On est salarié à 20%. Aujourd'hui, on est rentable sur ce, sur ce temps de travail. Les choses font qu'en ce début d'année, ça va quand même un peu mieux. On va pouvoir passer à 50% probablement le mois prochain. Donc, voilà, une très bonne nouvelle. On a vu le bilan il n'y a pas très longtemps. Mais il faut voir que ça reste compliqué. Ça reste compliqué. On est des artisans et on a souvent entendu le problème du prix, le prix. Et on a beau faire une marge misérable, voilà, c'est compliqué de faire un modèle économique qui marche pour 3 personnes. Voilà. Bon, on a plein d'idées pour essayer de perdurer dans le temps, bien entendu, avec plein de projets qui voudront, qui se veulent, ils seront roulés tout seuls. Un peu le but. Après, il y a quand même pas mal pour nous, pas mal de marchés à prendre sur tout ce qui est appel d'offres. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple très concret, on travaille avec les voies navigables de France. Donc sur le canal du Midi, ils ont été obligés d'abattre je ne sais combien de platanes malades. Donc ils ont détruit de l'habitat favorable aux oiseaux. Donc ils sont obligés de faire, ils ont pris conscience de ça. Ils le font. Et ils font donc des mesures compensatoires. Donc on travaille avec eux sur 4 ans, on va poser 800 nichoirs le long du canal du Midi. Voilà, c'est aussi ce genre de marché qui peut faire que on va pouvoir un jour se salarier à 100%. Ça peut vous aider parce qu'en fait vous vendez donc aux particuliers et vous allez donc essayer de développer peut-être le marché vers les collectivités ou vers les entreprises. Surtout vers les entreprises cette année avec une offre packagée où on s'est engagé avec d'autres scopes puisqu'on va jusqu'au bout de l'idée de coopérer, on ne sait pas tout faire donc autant mutualiser et donc on a fait une sorte de petit groupement qui permet d'avoir une offre packagée pour les entreprises qui veulent agir pour la biodiversité. Leslie Fagiano de la société Symbiosphère, vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission, toujours en public, enregistrée depuis la Foire internationale de Toulouse. Leslie Fagiano de la société Symbiosphère est notre invité. Jean-Marie Fehrenbach, un de nos référents éthiques sur Radio Présence, vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marie, première question à notre invité. Bonjour Doris. Bon, je m'intéressais beaucoup aux valeurs de l'entreprise a priori et je pense qu'elle est dans un domaine particulièrement vivant aujourd'hui et par conséquent je pense que c'est facile de sentir à quel point elle est motivée et je pense qu'elle est motivée comme le sont ses 2 associés, donc de ce côté-là nous sommes déjà bien informés. Alors je me pose des questions du côté peut-être des clients finalement. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des collectivités, des entreprises, des particuliers, des associations? Où en êtes-vous par rapport à votre clientèle? Comment, je dirais, ressentez-vous, pressentez-vous votre clientèle et comment l'entretenez-vous? Comment est-ce que ça se présente, côté relations clients? Voilà, alors c'est vrai qu'on a tous ces segments de clientèle. On travaille avec tous ces donc associations, entreprises et puis particuliers et institutions publiques. Les moyens de les toucher sont bien sûr pas les mêmes, mais bon, les objectifs sont les mêmes de toute façon. Et puis les particuliers sont un petit peu difficiles à aller attraper, à les trouver. Après, on a en foire par exemple, on fait quand même pas mal de foires bio, de foires de plantes aux fleurs et de choses comme ça. On a un accueil qui est à chaque fois très chaleureux de la part des gens. De la curiosité, beaucoup de l'intérêt. Beaucoup de questions et ils repartent toujours avec quelque chose. Je ne parle pas commercialement, ils repartent avec des informations. Et ça, je pense que les gens apprécient énormément qu'on ne soit pas juste là pour vendre des boîtes, mais qu'on soit là aussi pour derrière essayer de sensibiliser et faire ce travail de fond. Donc aujourd'hui, on est à peu près sur les clients de clientèle, sur les segments de clientèle, on est à peu près au tiers. C'est-à-dire un tiers particulier, un tiers entreprise, un tiers collectivité. L'année prochaine, on aura un peu plus de collectivités, institutions publiques, puisqu'on a ce gros contrat avec les voies navigables de France. Et puis, stratégiquement parlant, on veut développer le segment entreprise cette année en particulier. On a mis en place un plan de prospection commerciale spécifique pour les entreprises d'au moins 10 salariés. Vous avez un rôle d'éducateur, un rôle pédagogique à jouer au niveau des entreprises. Est-ce que vous le mesurez, ça ?
On le mesure en fait quand on apporte de l'information qui est entre guillemets pour nous un peu classique. On le voit bien, l'intérêt, la curiosité, et puis ça amène à se poser des questions derrière. Donc on est toujours très très bien reçu. Parler d'écologie et puis donner des solutions concrètes, je pense que les gens sont conscients que c'est fini le tout pesticide, que c'est fini ces solutions qui sont radicales, rapides, mais qui sont catastrophiques pour l'environnement. Il est temps de remettre en place des équilibres écologiques. Et c'est ce qu'on propose. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors parmi les solutions dont vous disposez, moi j'ai une question de quelqu'un qui fait face à des invasions que tout le monde connaît maintenant, c'est celle de la chenille processionnaire. Il y a des moments où on ne sait plus comment faire. Il semble que vous ayez des réponses à la chenille processionnaire. Enfin, la nature a des réponses. Voilà, la nature a des solutions. Nous, pas trop, mais si, avec nos petites boîtes. Mais à savoir, chose importante, 2 prédateurs naturels sur nos territoires, près de chez nous, qui sont capables de nous débarrasser de la chenille processionnaire. C'est la mésange charbonnière. Qu'est-ce que capable, la maison charbonnière, vous pouvez nous la présenter? Oui, elle est belle. Elle est jaune. Mignonne, elle est très mignonne, jaune avec une tache noire tout le long de l'abdomen, comme si elle avait une cravate en fait. Et voilà, c'est un petit passereau qui fait pas plus de 20 grammes. Voilà. Et donc l'adulte est prédateur direct de chenilles processionnaires. C'est-à-dire que oui, mais il faut les avoir, il faut les trouver. Il faut les avoir, et pour ça, il faut de l'habitat. Voilà. Et voilà. Donc j'ai bien dit 2 prédateurs. Le deuxième, les chauves-souris. Les chauves-souris qui sont donc des prédateurs nocturnes, et la chenille processionnaire du pin, sa forme, bien sûr, elle a son cycle comme toute autre chenille, elle finit en papillon, et le papillon est nocturne. D'où la chauve-souris qui peut se nourrir de 200 à 300 moustiques par nuit. Elle n'est pas totalement bête, elle va les préférer manger un papillon de chenille processionnaire qui va être sacrément plus gros et avoir moins de chasse derrière sur les moustiques. Donc, et là c'est pareil, qu'est-ce qui va manquer puisqu'il y a à manger? Puisque les papillons sont là, il manque de l'habitat, éventuellement sur le lieu il manque de l'habitat. Donc le but pour lutter de manière, mais c'est du temps long, c'est retrouver des équilibres écologiques, et il n'est pas question d'exterminer la chenille processionnaire. La nature n'extermine rien. On va avoir des équilibres, on va avoir une diminution de quantité, de densité de population, mais on en aura toujours un peu. La nature, elle ne fait pas blanc-noir, c'est pas possible. Donc, mais par contre, voilà, c'est des équilibres longs. C'est du temps long. Ça prend du temps. Voilà. Est-ce que vous allez sensibiliser les enfants dans les écoles? Ils doivent être particulièrement réceptifs. Voilà, dans les écoles aujourd'hui c'est compliqué, des problèmes économiques bien entendu. Après c'est plus à nous à aller chercher l'argent où il est et à passer gratuitement dans les écoles. Donc, ça fait partie des projets qu'on a dans les cartons qui s'accumulent. Parce qu'on aimerait faire ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais on fait des animations et des ateliers dans les foires, et comme ça on est quand même au contact de ces jeunes. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors aujourd'hui, votre produit phare, entre guillemets, enfin votre produit essentiel, c'est de favoriser l'habitat, de restaurer de l'habitat. Est-ce que vous voyez d'autres produits qui pourraient prolonger votre action en faveur de la biodiversité, d'un maintien de la nature dans nos zones urbaines? Mais c'est une question intéressante parce qu'on est bien d'accord qu'ici on est sur des habitats palliatifs, c'est pour pallier un manque. Ce qui est, par exemple, ce qu'on propose en entreprise et qui, je pense, est très intéressant sur le long terme, c'est qu'on va proposer une analyse écologique du site, on va voir quelles espèces sont présentes, on va mettre les refuges en question, et on va aussi permettre un aménagement paysager de l'entreprise dans laquelle on est. Pourquoi ? Parce que dans 10 ans, on aimerait bien que la haie prenne le relais de nos refuges palliatifs. Pourquoi il n'y a pas de vie sur les sites des entreprises ? C'est parce qu'il n'y a pas de végétation, pas de haies, très peu d'arbres ou très petits, et qui ne permettent pas d'avoir ce réservoir d'espèces. Donc après, du coup, ça c'est pour nos partenaires, mais c'est pas franchement des produits. C'est planter des haies, on peut passer par le biais d'associations comme Arbres et Paysages d'Autan, qui sont géniaux. Et pour perdurer l'action sur le long terme, et pour les générations suivantes. Leslie, est-ce que les nouvelles technologies peuvent être précieuses pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez des nichoirs connectés, par exemple ?
Oh ben, je pense que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Je pense en tout cas, pas forcément pour l'observation parce que ça va causer des problèmes en termes de lumière et de tout ça. Mais on est en train de réaliser des divers prototypes pour voir un petit peu le capteur ou la façon en fait, de procéder qui va nous permettre à coup sûr de savoir que le nichoir est occupé. Voilà, donc ce sera. Et par qui Par qui voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué. Éventuellement. Il faudra mettre une caméra. Et le problème de la lumière encore. Le but, c'est de ne pas les déranger quand même. Hein. C'est de les réintégrer dans notre vie, mais de ne pas... Et de voilà. nous rester très humbles et se faire tout petit. Oui, on C'est peut... ça. On peut le dire. On peut le C'est dire. ça. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors comment réagissent les petits oiseaux là? Ils se partagent l'habitat que vous leur offrez? Ils sont agressifs entre eux? Est-ce qu'il y a des produits spécialisés pour la mésange, d'autres pour d'autres types d'oiseaux? Alors oui, aujourd'hui, rien que sur les nichoirs, on a plus de 10 modèles qui sont différents, qui sont adaptés soit à la taille. Donc on a des petits passereaux de 20 même 12 grammes mésange bleu. Et puis on peut aussi avoir des mastos, enfin des choses un peu plus costauds avec de la huppe faciée par exemple. Donc c'est un oiseau qui va être sacrément plus gros. Donc forcément le nichoir, la taille varie énormément. Après on a des nichoirs aussi spécialisés pour des espèces un peu spéciales comme le grimpaureau, des jardins ou des bois, la citelle qui court le long des troncs, ils ne volettent pas de branche en branche, ils courent le long des troncs, c'est comme ça aussi qu'on les identifie. Et ceux-là par exemple on a fait une entrée de nichoir sur le côté du nichoir, le long du tronc de l'arbre et pas sur le devant parce qu'ils n'ont pas ce comportement d'aller voleter et de rentrer dans le nichoir. Leslie, est-ce que vous pensez qu'on a besoin aujourd'hui de se reconnecter avec la nature? Est-ce que ce sont des remarques que vous disent par exemple les gens ici? C'est même plus des remarques, c'est le sens logique. C'est aujourd'hui, je pense qu'on manque de démocratie, on manque, et d'où la SCOP, on manque d'humanisme, on manque de beaucoup de choses, d'empathie notamment. Et je pense qu'un nichoir peut avoir beaucoup de pouvoir en lui-même comme ça, parce qu'il va normalement, il doit venir attirer la personne à aller passer plus de temps dans son jardin et à se poser des questions. Voilà. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'une mésange bleue, charbonnière, une citelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'observent pas, il n'y a rien de compliqué. On n'a pas 500 oiseaux en France, c'est pas vrai. Donc il est très très facile d'apprendre à les identifier. Pour ça, il faut juste observer. Et on espère susciter cette envie de passer plus de temps à observer. Tout à fait. Et c'est primordial. C'est primordial. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors vous êtes une petite structure, vous avez choisi la SCOP parce qu'effectivement elle répondait vraiment à vos attentes et vos besoins. Est-ce que la SCOP va vous permettre peut-être de vous développer? Est-ce que vous pensez que c'est une formule qui en France a un avenir de croissance ou pas? Enfin, pour vous, comment vous percevez-vous? Je l'espère vraiment très, très fortement. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle façon d'entreprendre, entre guillemets. C'est quand on râle un peu sur nos élus et tout ça, sur les choses qui ne vont pas, au bout d'un moment, il faut peut-être se prendre par la main et essayer des choses, des initiatives. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression de faire de la politique, entre guillemets, hein, pas de gauche, pas de droite, mais au quotidien, en étant gérant d'une SCOP. Ça, c'est assez évident. Et puis, il faut savoir que les SCOP, comme elles sont mieux suivies, mieux préparées et mieux épaulées, grâce notamment à l'action de l'Union régionale des SCOP, on a un taux de survie ou de santé à 3 ans supérieur à la moyenne nationale. Et petite chose aussi, il y a plus de femmes à la tête des SCOP en proportion que la tête, bien sûr, des entreprises classiques. Voilà, c'est un peu logique. On ne fera pas de commentaires, on n'en tirera pas de conséquences. Non, mais vous êtes ici 2 femmes et je suis le seul homme, donc je suis tout à fait déjà dans la compréhension de ce que vous venez de dire. Comment vous voyez votre entreprise, Leslie, dans 3 ans? Dans 3 ans, j'espère nous pourrons rentrer un petit peu dans la deuxième phase, c'est-à-dire qu'on aimerait beaucoup faire de la réinsertion professionnelle. Donc on a déjà les contacts qu'il faut. Aujourd'hui, on n'a pas les épaules, donc voilà, mais on espère beaucoup pouvoir rentrer là-dedans. Donc une activité qui n'a rien à voir avec Symbiosphère, quoi, limite, mais voilà, qui nous tient vraiment à cœur. Et puis développer les partenariats. Je vous coupe, c'est-à-dire faire travailler des personnes en situation de handicap dans votre entreprise. Ou en difficulté d'insertion professionnelle, parce que on connaît quand même pas mal d'entreprises qui font ça, et en SCOP notamment, je passe à Green Bureau qui fait ça dans le domaine de la valorisation des déchets en entreprise. Mais pour leur permettre d'avoir un panel en fait de métiers possibles et ouvrables si ça les intéresse, bien entendu, quoi.
Et puis je nous vois, pourquoi pas embaucher. Et puis après, personnellement, je pense que le statut scope, au-delà de 9-10 personnes, ça risque d'être un peu compliqué. Là, ce qui est parfait, c'est qu'on est 3. Donc il y a toujours, il y a toujours un vote. Enfin voilà, on se départage toujours, quoi. Donc voilà. Le statut permet d'aller loin, de faire beaucoup de choses, mais je pense que c'est à nous, coopérateurs, de le faire vivre et de le faire vivre au sein des entreprises. C'est pas juste je suis une scope, ça y est, j'ai collé l'étiquette. Et de faire passer le message. Voilà, c'est d'être présent dans le mouvement des scopes et c'est d'être les meilleurs VRP qui puissent être. Je passe mon temps à faire le VRP de l'URSCOP. Vous l'avez fait fort bien aujourd'hui. J'espère. Vous avez communiqué. Merci beaucoup Leslie, on peut rappeler l'adresse de votre site internet? Donc symbiosphère.fr. Merci à vous Jean-Marie Ferrenbach, un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Merci à toute notre équipe, à toutes nos équipes techniques. Nous rappelons que cette émission est enregistrée depuis la Foire internationale de Toulouse. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.